Alors bonjour à tous et tout d'abord merci à Myriam par une rencontre un peu au hasard à qui j'ai expliqué ce qu'on faisait en fait au sein de notre institut. Elle m'a proposé de venir présenter en fait nos compétences et donc on a des activités en simulation sur la thématique de la filière tête et cou qui seront présentées après par Sylvain, et puis moi je ferai aussi une présentation. Mais là, on voulait présenter un peu un diaporama de ce qu'on faisait en santé dans notre institut, pour éventuellement donner des idées à des chercheurs, à des médecins, à des partenaires hospitaliers sur certains sujets. Donc juste avant, pour vous situer où on est, donc en fait le LIST est un institut du CEA, donc qui est un institut de recherche national qui comporte environ 20 000 chercheurs. Et donc, le CEA travaille dans différents domaines, donc la défense et dans le civil, dans l'énergie, dans la recherche fondamentale. Et donc, il y a une antenne de recherche technologique dans lequel le LIST est impliqué et donc appartient. Et donc, c'est un institut des technologies numériques. Et donc, cet institut a une expertise. Donc, il est basé à Saclay, donc en Île-de-France. Cet institut a un historique de compétences en numérique. Et en fait, notre stratégie, là, depuis quelques années, c'est de mettre à disposition toutes les expertises que nous avons dans le numérique au service de la santé. Donc là, vous avez les 6 grands axes, en fait, de développement, d'axes de recherche que nous avons. Donc, on a tout un volet sur l'acquisition de données. Donc là, c'est plutôt développer des biocapteurs, des imageurs, de l'architecture qui puisse être embarquée. Donc, c'est pour tout ce qui est dispositif médical. On a un axe sur l'analyse de données. Donc là, c'est plutôt des données du traitement de flux, du traitement de données en temporel, et qui est fortement couplé à un axe d'intelligence artificielle. Donc là, on développe de l'intelligence artificielle qui peut être embarquée dans des dispositifs, donc frugale parce qu'elle peut consommer pas beaucoup d'énergie et pas beaucoup de données, explicable. Ça, c'est un sujet en santé. Je vous montrerai un exemple après. On arrive à en fait faire des outils d'aide à la décision pour le médecin où on sait expliquer la décision qu'on propose. Et donc c'est une IA qui est basée sur la modélisation des raisonnements experts et des connaissances des experts. On a tout un volet sur la sûreté, sécurité et certification, donc avec des développements sur la blockchain pour le suivi des données, sur des méthodes de cryptage homomorphe. Donc ça, c'est pour protéger les échanges de données. Et on a aussi un volet sur les méthodes formelles et vérification. Donc là, c'est le dispositif médical logiciel qui devient maintenant un dispositif médical de classe 2A suite à une nouvelle norme européenne. Et donc, il y a besoin de valider en fait le logiciel qui est développé. Donc, on a tout un volet simulation. Alors, on a la simulation multiphysique et puis donc tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, donc que Sylvain va présenter plus en détail dans une application. On fait aussi la simulation des rayons X, donc dans le cadre de la radiothérapie et des ultrasons. Et donc ça, je vous ferai la présentation tout à l'heure sur ce sujet appliqué en particulier à tout ce qui est, on va dire, tête. Et on travaille aussi sur des jumeaux numériques. Alors initialement, c'était dans l'industrie. Là, on a des projets qui démarrent pour optimiser en fait la gestion des établissements de soins et optimiser leur fonctionnement. Et donc un dernier volet sur la robotique, donc la réalité virtuelle, la réalité augmentée, et aussi les surfaces haptiques. Donc là, le sujet de Sylvain sera pleinement dans cet axe-là. Donc en fait, nos activités de recherche, on les retrouve un peu sur tout le chemin d'un patient, donc en partant de l'assistance au diagnostic à la prévention, en passant par la thérapie. Donc on travaille vraiment sur l'utilisation des ultrasons et des rayonnements ionisants. Le suivi médical, on a aussi des sujets sur l'aide à la personne et au handicap, et en transverse, donc tout ce qui est gestion et innovation organisationnelle. Donc on a identifié des verrous, en fait, des défis à relever, et qu'on essaye, nous, auxquels on essaye de répondre grâce à nos expertises. Donc je vais vous les passer, là, les 6. Donc le premier, alors en santé numérique, la base, c'est effectivement d'avoir des données. Alors, elles sont hétérogènes, il faut les échanger, il faut les traiter. Il y a tout le problème du RGPD, de la sécurisation des données. Donc, à gauche, je ne vais pas vous rappeler, mais on retrouve les technologies qui nous permettent de répondre à ces enjeux-là. Donc, on a tout un volet où on arrive à sécuriser les échanges de données. Donc, on a en fait ce qu'on appelle de la crypto-homomorphe. Donc, on sait crypter les données avec une clé de chiffrement qui reste à l'émetteur et qui, en fait, les données ne sont jamais visibles par d'autres personnes quand elles sont échangées avec une autre entité. La blockchain peut être utilisée pour tracer et vérifier l'intégrité des données. Donc ça, c'est utilisé dans le cadre, en fait, du télésuivi des patients à leur domicile.
Donc ça permet de respecter la vie privée. Et on a aussi, ça c'est une méthode d'intelligence artificielle. Alors là, en fait, on protège plus les données qu'on partage, on les partage plus. Donc comme ça, au moins, il n'y a pas de souci d'échange de données. Et en fait, c'est un modèle d'apprentissage fédéré. Donc le principe, en fait, c'est qu'on fait des modèles à partir de données en local. Donc on a par exemple 5 centres cliniques qui ne veulent pas échanger leurs données. On fait des apprentissages sur chaque modèle de données et on partage en fait les modèles qu'on enrichit mutuellement et qu'on redonne aux hôpitaux. Et comme ça, à aucun moment, il y a des partages de données. Et ça permet de travailler comme ça avec d'autres partenaires sans avoir à échanger nos données. Le deuxième enjeu, là, c'est d'avoir des dispositifs autonomes temps réel, embarqués, adaptés. Donc là, on a des exemples d'applications. Donc c'était pour le aide au handicap, où on a développé une canne blanche pour détecter les obstacles avec une IHM sonore. Donc c'était dans le cadre d'un projet européen. Et on a aussi tout un volet sur, donc là j'ai mis un exemple de plaie, mais c'est à partir des imageurs intelligents qu'on développe ou de caméras multispectrales en fait, associées à l'analyse d'images par intelligence artificielle. On sait suivre des plaies, les qualifier, les classifier. Donc ça peut être des plaies, ça peut être des plaies dentaires. On a un projet là où en fait c'est pour aider au traitement ensuite pour le dentiste, où on qualifie en fait à l'aide d'images visibles des dents. Est-ce qu'elle est saine, est-ce qu'elle n'est pas saine, quelle pathologie est là, et ça permet de mieux planifier les soins en fait pour le dentiste. Donc c'est tout un volet de suivi en fait par image et par intelligence artificielle de différents sujets. Donc c'est assez ouvert. Le troisième enjeu, donc, c'est d'avoir donc les solutions qu'on développe. Il faut qu'elles soient bien évidemment de confiance, fiables et sécurisées. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a tout un volet d'outils qu'on a acquis historiquement en fait avec nos applications que nous avions dans le nucléaire, donc pour les logiciels pour gérer les centrales nucléaires, ou en aéronautique, où vous comprenez bien qu'il ne faut pas que le logiciel il plante et que la centrale elle plante, ou l'avion. Et donc en fait on a des méthodes d'analyse formelle pour vérifier et valider les propriétés en fait fonctionnelles et extra-fonctionnelles de programmes. Et donc ça on le transfère à la santé et ça nous permet de vérifier que notre logiciel il est fiable, il est sûr et qu'il répond en plus à la norme européenne de classe 2A. Et de confiance, donc ça c'est l'intelligence artificielle dont je vous ai parlé. Donc c'est pas basé là sur du deep learning en fait, sur de l'apprentissage sur des données. C'est basé en fait, c'est une intelligence artificielle symbolique, donc qui est basée sur la modélisation des connaissances. Donc les connaissances, elles sont acquises alors via, ça peut être des textes, donc on fait de l'extraction de textes, on récupère en fait des protocoles, via des interviews d'experts, donc des médecins qui nous disent je fais dans tel cas, je fais comme ça, et donc on introduit des règles. Et en fait, cette plateforme reproduit un raisonnement humain, propose des décisions, et surtout il les justifie. Donc on a une application avec l'hôpital AP-HP Tenon dans le cadre des cancers urologiques, où en fait, à partir de données du patient, donc d'examens biologiques ou d'images, on proposait en fait des protocoles à partir de l'interview donc du professeur qui suivait les cancers urologiques, et on propose en fait un traitement, et on sait expliquer pourquoi on propose ce traitement-là. Quelle raison nous a permis de proposer ce traitement-là. On l'utilise aussi pour l'analyse des grains de beauté, par exemple, où on sait justifier aussi pourquoi le grain de beauté est dangereux ou pas, parce qu'il est irrégulier, etc. On dit quelle connaissance nous a permis d'arriver à cette décision-là. Le quatrième, je pense, sujet, donc là, c'est plutôt l'aide à la thérapie. Donc, l'aide à la thérapie, donc notamment en radiothérapie et en traitement par ultrason. Donc, en fait, on a des plateformes de stimulation de rayonnement ionisant. Donc, c'est par des méthodes Monte-Carlo. Donc, c'est des méthodes qui permettent vraiment de reproduire complètement la vie réelle, en fait. Et on a aussi une plateforme de simulation des ultrasons. Et on a une plateforme expérimentale au CEA, on a la chance, avec des accélérateurs médicaux, et où on a aussi la métrologie et les références métrologiques françaises qui y sont. Et en fait, on travaille donc grâce à cette simulation pour développer des protocoles optimisés et personnalisés, et adapter les traitements en fait en fonction des spécificités du patient. Et on a aussi, donc c'est pour le cancer, hein, la radiothérapie ultrason, c'est vraiment ça adresse des traitements en oncologie. Et on a aussi un volet sur tout ce qui est la sécurisation des rayonnements ionisants, donc c'est largement utilisé par exemple en imagerie. Et donc on travaille sur des logiciels pour connaître et réduire les doses quand vous allez passer un scanner, et optimiser les protocoles, et pas prendre le protocole standard, mais vraiment l'adapter et réduire les doses qui sont délivrées et qui ne sont pas forcément nécessaires.
Et on a aussi des développements pour assurer le contrôle qualité et la sécurisation des traitements en radiothérapie. Un autre sujet, donc là, on appelle ça des solutions au bénéfice du corps médical et du patient. Donc il y a tout un volet sur la meilleure prise en charge des patients, donc avec le télésuivi, j'en ai parlé, des outils d'aide à la décision. On a aussi une plateforme de démonstration, mais qu'on pourrait effectivement valoriser, donc on essaye de valoriser, c'est pour le suivi d'activité par vision. Donc là, c'est pour l'assistance des personnes. Donc l'idée, c'est détecter une chute, détecter une activité anormale grâce à l'analyse d'images et l'intelligence artificielle appliquée à ces analyses d'images. On a tout un volet sur la robotique, donc notamment pour la téléchirurgie à distance, mais aussi la réhabilitation fonctionnelle de personnes handicapées ou assistance aux patients, donc avec le développement d'un exosquelette. Et on est en train de... Donc ça, c'est un sujet qu'on commence à regarder, c'est assister le personnel hospitalier avec des cobots pour les aider dans les tâches pénibles, répétitives. Donc par exemple, retourner un patient, porter des charges. Enfin, c'est vraiment pour assister le personnel hospitalier. Et donc, il y a tout un volet sur une nouvelle formation dans un environnement immersif. Donc là, je ne vais pas parler du sujet, puisque Sylvain va en parler parfaitement juste après moi. Et le dernier sujet, donc là, qui est plus sur l'organisation en fait, l'organisation des soins des établissements hospitaliers. Donc on a effectivement, là, on a un projet qui démarre avec les hôpitaux Barthélemy-Durand, donc qui sont les hôpitaux psychiatriques de l'Essonne, pour développer un jumeau numérique fonctionnel qui soit adapté à l'hôpital. Donc l'idée, c'est qu'on modélise en fait les parcours de soins, la gestion des flux. Donc ça peut être des plannings de personnel, ça peut être des plannings d'occupation des IRM, des scanners. Et en fait, on arrive à reproduire, à simuler ces workflows et les optimiser. Et donc dans le monde numérique, on peut identifier, essayer plein de scénarios et les appliquer ensuite dans le monde réel. Donc ça peut être aussi quelles sont les conséquences d'une panne d'un appareil, quelles sont les conséquences d'un changement de normes, voilà. Donc c'est vraiment pour essayer de mieux faire fonctionner les hôpitaux. Et le dernier sujet, donc là, c'est grâce à des expertises qu'on a dans l'extraction en fait d'informations dans des données non structurées. Donc là, en l'occurrence, le texte. Donc on a un logiciel qui permet d'extraire en fait l'information pertinente dans des dossiers, des lettres. Ça peut être des lettres de liaison, ça peut être des ordonnances, ça peut être des lettres écrites entre le médecin et l'hôpital ou des comptes rendus médicaux. Et donc en fait, on sait aller retirer l'information pertinente en fonction de ce qu'on recherche, la structurer et en faire une synthèse. Et donc derrière, on peut l'utiliser ou pour aider à la lettre de liaison à l'hôpital, ou pour la codification automatique des actes. Donc ça, c'est un sujet qu'on a eu avec l'hôpital Nord-Essonne, ou aussi pour le médecin, pour l'aider pour l'envoi du DMP. On peut aussi l'utiliser pour le suivi des patients. On a un projet dans le cadre là, c'est un projet e-Meuse, avec donc la Meuse, comme son nom l'indique. Donc c'est dans le cadre des déserts médicaux. Et là, en fait, on aide à suivre les patients diabétiques en regardant, en fait, en surveillant s'ils ne développent pas des maladies liées à leur diabète. Donc on va rechercher l'information dans leurs ordonnances, dans les lettres qu'ils ont, dans les comptes rendus médicaux, pour alerter le médecin, en fait, si on voit qu'il y a une dégradation du patient. Voilà, donc rapidement, c'est ce qu'on fait. Donc après, vous pouvez toujours me contacter, on peut en discuter après si vous avez des questions. Donc là, j'ai juste resitué les cinq endroits où nous nous situons avec des exemples de développement. Donc on fait aussi de l'imagerie nomade, je vous en parlerai après pour l'image du cerveau. Voilà, de l'analyse de plaies, je vous l'ai dit, les grains de beauté. Enfin voilà, il y a beaucoup de sujets, donc voilà, vous les retrouver. Donc si vous avez des questions, je pense qu'on les verra après, mais je suis à votre disposition. C'est après les questions. Oui, je pense qu'on va grouper les questions plutôt effectivement après, et j'aurai le plaisir de vous réinviter au podium dans quelques minutes. Deuxième présentation donc venant du CEA, simulateur pour la chirurgie et la médecine au CEA List, nouvelle technologie pour l'apprentissage du geste, donc Julien Davroux et Sylvain Bouchigny. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Bon, je retire ça. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va essayer de faire un peu une présentation à deux voix. On va voir si on va y arriver. Donc je vais vous présenter nos travaux de recherche sur la simulation pour la chirurgie et la médecine, donc qu'on mène au CEALIS depuis une quinzaine d'années. On va vraiment se centrer sur l'apprentissage du geste en chirurgie et en médecine là-dessus.
Donc je suis Sylvain Bouchini, moi je suis chercheur au CEA List, et Julien Davroux qui est docteur chirurgien maxillofacial. Voilà. Donc, concernant la simulation en médecine et ses défis, donc aujourd'hui ça reste une discipline qui va vraiment au bout des technologies actuelles. Ça reste extrêmement compliqué, donc il y a beaucoup de raisons pour ça, la complexité de la simulation numérique, l'interaction très riche avec le patient aussi, ça c'est compliqué parce que quand on met les mains, quand on met les doigts, il y a beaucoup de points de contact, il y a beaucoup de choses à simuler dans l'interaction entre, on va dire, l'apprenant pour la formation et le patient virtuel. Il y a des difficultés ergonomiques qui viennent, on va y revenir, et puis il y a également la problématique du réalisme de l'interaction. Qu'on va voir tout de suite, puisque c'est celui qu'on a véritablement adressé dans nos travaux de recherche sur le sujet. L'une des problématiques aussi, c'est le coût des dispositifs. Donc, comment trouver un moyen de réduire le coût des dispositifs de simulation dès lors qu'on veut apprendre le geste, c'est-à-dire dès lors qu'il y a un retour mécanique, un retour haptique avec la personne. Donc, juste une petite remarque, c'est pour ces raisons-là que, globalement, si on prend l'historique de la simulation chirurgicale, simulation avec des ordinateurs, bien évidemment, on trouve principalement des systèmes de chirurgie mini-invasive, historiquement, et pour pas mal de raisons, en fait. La raison, c'est que on va, en fait, répondre à toutes ces questions. Toutes ces questions des défis qu'on vient juste de voir par rapport à la chirurgie mini-invasive. C'est-à-dire que, par exemple, on a des instruments entre le chirurgien et le patient. Donc, on va réduire le nombre de degrés de liberté et on va avoir déjà un outil qu'on va manipuler, très spécifique. On a une tâche précise à maîtriser. Donc, c'est une opération avec des trocars et écran de contrôle. Et ça, c'était vraiment quelque chose de nouveau à l'époque. Et donc, il y avait un besoin de simulation. Donc on a le besoin qui est là. On a une simulation qui peut être très simple et qui reste crédible dans la formation. Parce que pour apprendre à maîtriser ces outils, le passage du trocar, les écrans de contrôle, etc., on peut très bien avoir manipulé simplement des cubes et des choses. Et donc on n'a pas besoin de simuler des tissus mous initialement. Bien sûr, aujourd'hui on le fait, mais à l'époque ce n'était pas le cas, etc. Et puis également, il y a un marché important qui est porté par les fabricants à l'époque qui voulaient, qui proposaient cette technologie-là. Donc tout ça, en fait, ça a véritablement joué pour le développement de la simulation en mini-invasif, mais il reste aujourd'hui un besoin pour étendre ces simulations-là et pour étendre l'apprentissage aux autres types d'interventions, et notamment la chirurgie ouverte. Une petite remarque juste avant de continuer. Un point sur le marché de la simulation. Donc, on a fait une étude assez récemment avec la SAT Paris-Saclay sur justement le marché de la simulation. Alors c'est un marché qui en fait explose en ce moment, globalement depuis à peu près 5 ans, on va dire. C'est en augmentation dans absolument toute l'Europe. Royaume-Uni et Allemagne sont un petit peu en avance, on veut dire, mais c'est pas non plus... Voilà. Un secteur majoritairement financé par des investisseurs privés, étrangement, mais... les investisseurs publics sont de plus en plus présents sur le demande. Ce qui est très important, c'est on observe vraiment une demande de réalisme sur ces marchés-là. C'est-à-dire que quand on va voir les gens les clients potentiels, on va dire, ce qu'on veut, c'est de la haute fidélité, on veut du réalisme, à partir du moment où on veut apprendre le geste. Ça, c'est un point qui est assez important. On a de plus en plus de disciplines représentées, une activité de recherche en augmentation, évidemment, puis il y a un marché français qui est de plus en plus cadré. Donc voilà, c'est une promotion par la HAS depuis 2012, et il y a eu la création de la Société française de simulation musicale en 2015. Donc on voit, voilà, depuis 5, 6, 7, une petite dizaine d'années, ça commence véritablement à se développer. Donc ce que l'étude montre, c'est que, grosso modo, on est sur une croissance de 15%, une croissance à 2 chiffres, sur la simulation par an, jusqu'en 2026, ce qui est énorme, en fait, par rapport à ça. Donc, c'est un domaine qui est véritablement en pleine expansion. Voilà, donc nous, sur ce domaine-là, on travaille depuis maintenant, ça fait plus de 15 ans, sur les simulateurs pour la formation, simulateurs chirurgicaux et simulateurs sur la base de mannequins. Je vais laisser Julien prendre la suite.
Merci. Donc, je m'appelle Julien Davroux, je suis donc chirurgien maxillofacial à la Pitié-Salpêtrière et je travaille en collaboration avec Sylvain depuis plusieurs années dans le cadre de ce projet de recherche. Comme il vous l'a bien précisé, donc l'idée c'est vraiment de développer des simulateurs qui se trouvent en amont du bloc opératoire, c'est-à-dire pour faire de la pédagogie, de l'apprentissage auprès des étudiants ou auprès de chirurgiens qui ne connaissent pas tel ou tel geste spécifique d'une pathologie. Donc cette recherche, elle est assez ancienne, elle s'est développée sur différents aspects que vous voyez sur cette diapositive. À gauche, avec un simulateur ouvert. Les premières simulations pédagogiques étaient surtout réalisées dans le cadre du développement de l'endoscopie, c'est-à-dire que quand on a développé la chirurgie endoscopique, notamment la chirurgie viscérale, c'était finalement une nouvelle façon de travailler pour les chirurgiens, et les chirurgiens ont eu besoin d'un apprentissage, parce qu'en fait, les chirurgiens viscéraux qui faisaient par exemple des appendicectomies ne savaient pas comment on pouvait faire cette chirurgie par voie endoscopique. Donc les premiers simulateurs ont été développés surtout dans ce domaine. L'idée aujourd'hui, c'est de développer ces simulateurs de pédagogie à la chirurgie plus conventionnelle, plus classique, à la chirurgie ouverte, et notamment aussi lié au fait que les étudiants sont remplis de jeunes internes qui se forment et qu'on a parfois du mal à pouvoir former au bloc opératoire au quotidien. Et donc c'est important qu'ils puissent avoir accès à des simulateurs et qu'ils puissent apprendre un geste spécifique. Et donc cet apprentissage, il passe par des simulateurs qui sont ce qu'on appelle multimodaux, c'est-à-dire qu'au-delà d'une simulation virtuelle qui est très à la mode et qui est déjà très développée aujourd'hui, mais qui reste malheureusement essentiellement visuelle, nous, on s'intéresse plutôt justement à la dimension haptique. Donc la science de l'haptique, c'est la science du toucher, qui associe à la fois le tact épicritique, la proprioception et la façon en fait dont l'étudiant va ressentir un geste dans son corps et pas uniquement le voir visuellement sur un écran, même qu'il soit en 3D ou en immersion, en réalité augmentée. Là, il va vraiment le ressentir dans son corps et dans sa chair. Et donc c'est ça qui était intéressant pour nous. Merci. Les travaux sont donc très anciens, ils commencent depuis 2006 suite à un projet européen qui avait été donc élaboré qui s'appelle Skills et qui donc fait entrer en compte des simulations. Alors, on a commencé par des objets rigides, donc typiquement ce qu'on appelle la chirurgie osseuse. Pour la bonne et simple raison que c'était quand même plus facile à modéliser dans un premier temps que de la chirurgie sur tissu mou avec beaucoup d'interactions qui sont difficiles à quantifier et à qualifier numériquement. Et on a développé, en dehors aussi du bloc opératoire, sur ce qu'on appelle l'apprentissage de gestes, mais qui peuvent être également des gestes à visée diagnostique ou thérapeutique, notamment des réductions de luxation, des analyses de genoux pour voir s'il y a une entorse ou ce genre des examens qui sont vraiment de la sémiologie générale, qui ne sont pas forcément uniquement centrés sur un geste au bloc opératoire. Pour la première partie donc, de cette recherche, elle s'est donc concentrée au bloc opératoire sur une ostéotomie qui s'appelle l'ostéotomie d'Epker, qui est l'ostéotomie qui a été en fait précisé tout à l'heure par notre collègue strasbourgeois sur les modifications de mouvement de la mâchoire inférieure, donc de la mandibule. Et donc cette ostéotomie, en fait, elle a des caractéristiques assez spécifiques qui nous intéressaient, nous, sur le plan de la simulation, à savoir qu'elle fait intervenir beaucoup, finalement, la dimension haptique, c'est-à-dire que comme on va guider une ostéotomie, une fracture, sans avoir besoin à l'aide d'une rugine, en fait, on a vraiment besoin d'avoir une sensation dans les doigts qui soit assez précise et qu'il est important d'essayer de faire ressentir à l'étudiant avant qu'il essaie de le faire sur un patient. Et puis la deuxième chose, c'est que donc à l'intérieur de cette mâchoire, vous avez un nerf sensitif, et donc ça donne une limite de contrainte qui fait qu'on est obligé d'avoir un geste assez précis pour éviter justement de léser ce nerf. Donc il y avait différentes dimensions qui nous intéressaient pour pouvoir étudier chez l'étudiant qui pourrait tester ce simulateur, si sa performance était augmentée grâce au simulateur ou pas. Et là, je laisse peut-être Sylvain poursuivre sur les éléments... Merci Julien. Donc effectivement, là, je présentais un petit peu les trois étapes de conception, donc qui donnent un peu une idée des compétences du laboratoire. Donc au départ, on avait fait une étude de chirurgie, donc en particulier. Donc ça, c'est vraiment le tout début du projet Skills. Donc c'était au laboratoire d'anatomie au CHU de Rouen en 2008, où là, on va faire des études du geste chirurgical. Donc c'est des études qui sont à la fois
des études de type quantitatif, donc on va mesurer le champ opératoire, les angles de l'outil, les forces qui sont en jeu, tous les sons et les vibrations ressentis par le chirurgien, et on va faire comme ça une représentation de tous les éléments qui rentrent en jeu dans la chirurgie. Il y a également des études de l'activité qui sont menées et de la posture, etc., du chirurgien, par ce genre de choses. Et donc on va arriver. Alors on voit un tout petit peu, alors c'est peut-être pas très très précis, mais bon, on a des trackers. Qui mesurent la position en fait de l'outil chirurgical. On est capable d'équiper en fait les outils. Ici la pièce à main. Oui, pardon. Ici, la pièce à main qui est équipée d'une coque en fait qui va mesurer tous les efforts qui sont exercés dessus, etc., etc. Donc, avec toutes ces données-là, donc on va en fait réaliser le dimensionnement de ce qu'il nous faut pour faire la simulation. Donc, et là, on voit qu'il faut un workspace qui est très étendu, on a un champ de travail qui est très étendu. La multimodalité est absolument essentielle, ça c'est dans l'analyse d'activité, dans cette chirurgie, notamment parce que le chirurgien va, sur certaines positions, perdre le visuel et donc s'en remettre à son ressenti, notamment au cours du fraisage de l'os. Également, les efforts sont très importants. Bon, ça, c'est en général le cas en ostéotomie. Et on va voir que ça va nécessiter une interface spécifique par rapport à ça. Donc, sur la base de ces données qu'on va récolter, à l'époque, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'interface haptique capable de rendre les efforts de l'outil chirurgical sur le patient virtuel. Et donc, on a développé un système spécifique. Alors, je vais revenir là-dessus, je vais passer sur le système lui-même. On a dû définir donc un robot d'interface qui va nous permettre de simuler donc, les efforts en jeu. Donc là, ce qu'il faut imaginer, c'est très très simple. Hein. Le robot, il est là, on le tient à la main, donc c'est un robot interface, et il va simuler les efforts entre l'outil virtuel et le patient virtuel. Donc on va vraiment ressentir ce qui se passe là-dessus. Donc c'est une technologie un petit peu spécifique, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une architecture hybride, c'est un robot parallèle, série parallèle, mais qui va avoir pas mal d'avantages, et dont les caractéristiques finalement étaient assez uniques, sont toujours assez uniques pour ce type d'interface, avec des forces qui peuvent monter jusqu'à 100 newtons et des très grandes raideurs simulées par rapport à ça. C'est également un robot qui est très symétrique, c'est-à-dire que vous avez le centre de masse du robot dans la main, ce qui améliore beaucoup la transparence en fait, du système. Donc, si je reviens... Est-ce qu'il va... Voilà. Donc, juste pour montrer un petit peu comment on a finalement conçu le système, on a conçu un système qui est assez ouvert, c'est-à-dire que l'apprenant est simplement sur la table de travail ici. Il regarde un écran 3D, alors qu'on remplace aujourd'hui plutôt par un masque de réalité virtuelle. Il y a un tracking en fait du point de vue de façon à avoir les effets de parallaxe et de pouvoir tourner autour de la pièce à opérer. Et puis on glisse sous l'écran la main, on saisit les deux robots et de ce fait on saisit les deux outils chirurgicaux qu'on va utiliser pour opérer. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a deux versions en fait de la plateforme. Ça, c'est la première version issue du projet européen Skills dont on a parlé. Et il y a depuis, on a fait une deuxième version qu'on appelle la Skills V2 en 2015. Et on va en parler tout de suite après, donc qui est une version améliorée. Alors, comment je fais? Je vais lancer peut-être comme ça. Voilà. Là, vous voyez un petit peu comment on utilise la plateforme. Donc, on regarde simplement l'écran comme une tablette. Vous voyez la mandibule ici qui est simulée. Vous voyez que la mandibule se déplace quand je déplace ma tête. Hein, c'est parce que le champ de vision est recalculé à chaque fois pour que j'ai l'impression... moi, avec les lunettes 3D, j'ai l'impression que la mandibule est immobile. Mais vous, sur l'écran, vous voyez bouger. C'est un peu l'idée. Et puis, vous voyez ici, en dessous, le robot rendre les efforts qui sont exercés par ma pièce à main sur l'os virtuel à l'intérieur. Voilà. Donc le robot lui-même, ça on l'a vu. L'un des points clés en fait de ce type de dispositif, c'est l'évaluation. C'est même plus qu'un point clé, ça reste un problème de recherche majeur pour plein de raisons. L'une des raisons, c'est en particulier le coût de ce type-là, puisque finalement, ça ne s'éloigne pas tellement d'une recherche clinique.
parce qu'il faut des chirurgiens, il en faut beaucoup pour avoir de la statistique, il faut qu'ils puissent opérer. Et si on veut faire le transfert vers la salle d'opération, eh bien, il faut qu'on ait une observation de ce qui se passe en salle d'opération, etc. Donc ce sont des choses qui sont extrêmement complexes et qui ont été très très peu faits, en tous les cas d'un point de vue statistique, pour que ce soit statistiquement significatif. On a plutôt l'historique de certains étudiants qui ont fait le travail, etc., avec une étude qui est assez largement subjective aujourd'hui encore. Ça reste un problème. Alors nous, avec la plateforme Skills, on a un petit peu changé de point de vue. On est resté uniquement dans le monde virtuel. On n'a pas travaillé sur le transfert en salle d'opération en tant que tel, mais on a regardé, on a cherché à savoir si la plateforme était capable de certifier l'expertise des personnes qui travaillaient dessus. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a pris une tâche très très simple, hein, qui est la perforation de la corticale, et on a 2 critères là-dessus. On a la précision qui est de combien on est rentré à l'intérieur du spongieux. Donc, comme disait Julien tout à l'heure, il ne faut pas trop rentrer dans le spongieux pour ne pas léser le nerf. Donc c'est ce qu'on appelle la précision, et puis l'efficacité qui est la rapidité avec laquelle on va faire l'acte. Alors, ce qui était assez intéressant dans ce qu'on a vu, on a fait passer sur la plateforme, donc c'est sans connaissance préalable de la plateforme, donc les personnes arrivent et font les exercices. On avait 3 groupes, des experts, des intermédiaires et des novices. Et en fait, on observe une distinction. On est capable de distinguer, en fait, lorsqu'on utilise ces 2 critères-là, les 3 groupes. Donc, on a des novices qui sont... ils vont très vite, mais ils sont extrêmement imprécis et très, très variés. On a des intermédiaires qui, eux, sont sensibilisés à la chirurgie. Ils vont plutôt assez lentement, mais sont plutôt très précis. Et ce qui était très intéressant, c'est les 4 experts qui ont travaillé sont tous au même endroit, déjà. Aucun de ces experts n'avait fait de jeux vidéo ou choses comme ça dans leur vie, donc ils n'étaient absolument pas habitués à ce type d'interface, et ils étaient à la fois précis et efficaces. Donc en fait, cette évolution qui va du novice ici vers les intermédiaires ici, c'est-à-dire lent mais précis, et puis une augmentation de l'efficacité avec le temps, c'est ce qu'on appelle une courbe d'apprentissage qui est très typique de la courbe des gestes. Donc ça veut dire que la plateforme a été capable de signer une courbe d'apprentissage. Donc voilà, et ici vous voyez le déplacement en Z de cette chose. Vous voyez la différence entre un expert et un novice sur la tâche. Bon. Donc ça, c'était un résultat qui était très encourageant parce que ça signifiait que les personnes qui étaient sur la plateforme n'avaient aucune retrouvé en fait leur marque et avaient les mêmes sensations et les mêmes réflexes finalement que lorsque ils étaient sur un os, un véritable os, quoi. Et on a évidemment eu confirmation de ça également à travers des interviews et une évaluation subjective de la chose. Donc rapidement, on ne s'est pas limité uniquement à une simulation, on a aussi travaillé sur l'intérêt que représente la réalité virtuelle par rapport, je dirais, à la réalité, si on peut dire, c'est qu'on peut la manipuler comme on veut, c'est-à-dire qu'on peut changer les modalités comme on le souhaite. On peut, par exemple, supprimer certaines modalités, on peut simplifier des géométries, on peut amplifier d'autres modalités, etc. Et donc ça, on ne s'en est pas privé, on l'a fait, et on a développé différents protocoles pédagogiques, et notamment on a développé un protocole pédagogique dans lequel non seulement on travaillait sur différents types de géométrie, c'est-à-dire qu'on ne commençait pas directement sur un véritable os, mais on commençait sur des géométries très simples, mais de façon plus importante, on chantait les modalités qui pouvaient parasiter l'apprentissage de celles qui nous intéressaient. Celles qui nous intéressaient, c'était le contrôle du bras et le contrôle des efforts, la proprioception au cours du geste. Ça, évidemment, c'est un ressenti qui est souvent écrasé par les autres modalités de la perception, par les autres sens sensoriels, enfin les autres sens qui sont beaucoup plus prégnants, comme la vue, l'ouïe, etc. Et donc, on a fait un groupe qui lui commençait avec exclusivement le ressenti de ce qu'il fallait ressentir pendant le fraisage au cours de l'acte. Et on a observé une meilleure... Ah ben j'ai pas mis le... Et on a observé une meilleure rétention de l'information, en fait, pour le groupe qui avait travaillé sur un environnement pédagogique multimodal, c'est-à-dire avec modulation de la multimodalité, contrairement à un autre groupe qui, lui, avait travaillé sur une simulation pure. C'est-à-dire qu'ils avaient simplement fait la chirurgie sur la simulation sans artifice.
Voilà, donc aujourd'hui, pour conclure, au fil des ans, on a 2 plateformes qui ont été réalisées. Donc une plateforme historique depuis 2011 qui est située au CEA List, chez nous, dans notre laboratoire, et puis une autre qui aujourd'hui est à l'Institut Fairfax et Simu Santé à Amiens, qu'on va utiliser maintenant peut-être plus pour commencer à vraiment faire de la formation et un petit peu moins de recherche. Donc voici nos partenariats. Donc HRV qui est un fabricant de simulateurs dentaires et qui nous a beaucoup aidé sur le travail. Apsion qui fait des robots de simulation. Donc l'Institut Fairfax qu'on reverra à la fin et Simu Santé. Alors, donc la deuxième partie, bon, j'enchaîne. Donc c'est le deuxième type d'interface, donc on a vu, qui sont les interfaces sur base de mannequins. Donc là, c'est une plateforme de simulation dynamique de l'anatomie. Là, le point de vue il est un petit peu différent. On veut pouvoir adresser la formation du geste sur l'ensemble du cursus de formation, depuis vraiment le début des études de médecine jusqu'à la fin, intégrer ce genre de choses. Donc, ce qu'on constate d'ailleurs, c'est que dans ce type de formation, donc, il y a de plus en plus de centres de formation, on le sait par la simulation. Le recours aux mannequins est en constante augmentation également. Et surtout que la pédagogie multimodale, ça c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup et qui est assez important. C'est-à-dire, lorsque vous apprenez quelque chose, il est toujours très intéressant d'avoir différentes points de vue sur le problème. Et donc, avoir expérimenté avec son corps, par exemple, lorsqu'on apprend un sujet, est intéressant. On aura une meilleure rétention de l'information d'un cours, par exemple, si on a pu manipuler pendant ce cours. Donc, il y a un intérêt par rapport à ça. Ça permet de répondre aussi à certains défis qui sont le coût du dispositif, l'intégration du système mécanique dans les mannequins, la fiabilité du système, et également les efforts sont assez importants. Je vais vérifier que je ne dépasse pas trop. Ça va, on a encore 5 minutes. Donc, vas-y, reprends, je te laisse décrire. Donc, on a donc voulu sortir aussi du bloc opératoire. Et donc là, en fait, on est sur différents simulateurs qui ont été imaginés. Et on peut en imaginer plein d'autres, et notamment dans le cadre de maladies rares, parce que forcément, l'accès à l'apprentissage est très restreint vu que les patients sont rares. Et donc, les thérapeutes aussi sont rares. Et donc, ce genre de simulateur peut avoir un intérêt aussi dans la formation des soignants dans ces pathologies. Là, on est donc sorti du bloc opératoire et on a imaginé différentes possibilités où l'haptique, toujours, donc le toucher, est important dans la pédagogie pour les jeunes. Et donc, vous avez ici à gauche un examen clinique du genou qui s'appelle en fait l'examen de tiroir qui permet de détecter des ruptures des ligaments croisés, par exemple. Et ça, on sait que c'est quelque chose qui est assez compliqué à percevoir, que vous pouvez en avoir une définition livresque ou en voir des vidéos sur Internet. C'est pas ce qui va vous permettre de ressentir dans votre corps comment vous allez pouvoir savoir si ce ligament est rompu ou pas. Et là, la dimension haptique a vraiment tout son intérêt. Donc on a essayé de développer un simulateur là-dessus pour faire passer des étudiants et voir si leur capacité de discernement d'un genou normal et d'un genou atteint d'une rupture de ligament pouvait leur faire apprendre physiquement ce geste. Et puis, on a également imaginé dans la sphère maxillofaciale une réduction de luxation antérieure de mâchoire, qu'on appelle la manœuvre de Nélaton, qui, pareil, est une technique donc, thérapeutique de traitement d'une luxation qui s'apprend souvent en urgence parce que le patient arrive aux urgences, il est luxé, il faut réduire. C'est pas facile de laisser un étudiant faire ça sur un patient qui arrive, qui est douloureux, qui n'a pas forcément l'envie d'être pris en charge par un étudiant, ce que l'on peut comprendre. Et donc là, pareil, un simulateur peut aider l'étudiant à apprendre quel mouvement il doit faire, quelle force il doit appliquer sur la mâchoire, quel type de vecteur de mouvement il doit faire, comment il doit positionner ses mains par rapport au patient pour ne pas lui faire mal. Tout un tas de choses qui sont très intéressantes et que l'étudiant peut aborder en amont de sa phase clinique. Peut-être tu... Donc, à partir de là, ce qu'on constate, c'est qu'il faut également apporter quelques nouveautés, on va dire, technologiques, parce que
C'est un domaine dans lequel on a finalement relativement peu de simulateurs lorsque des efforts importants sont à exercer, lorsqu'on a ce genre de choses. C'est assez délicat. Alors, l'une des raisons, c'est que si on prend l'approche du système robotisé traditionnel, donc comme on a fait juste avant pour la simulation en réalité virtuelle, mais dans ce cas précis, le problème c'est qu'on va avoir beaucoup d'éléments mécaniques, on va avoir des réducteurs, les transmissions des efforts, des moteurs, etc. à gérer. Tout ça dans des tâches qui souvent vont mettre en place des efforts importants, donc il faut avoir des robots puissants. Qui dit des robots puissants dit des problèmes de sécurité. Les modèles biomécaniques également sont assez complexes, donc les temps de calcul sont aujourd'hui encore assez longs, ce qui fait que dans la boucle de rétroaction, dans la boucle de contrôle du robot, on risque d'avoir des instabilités. Toutes ces choses-là s'ajoutent et rendent en fait ces interfaces non pas impossibles, mais très chères et très chères en maintenance. Ce qu'on constate, le constat qu'on fait, c'est qu'en haptique, on a essentiellement des forces résistantes. C'est assez rare qu'on soit entraîné en fait dans les applications, et dans les applications médiales, on est assez rarement entraîné. On exerce une force et le système résiste à la force. Et donc, à partir de là, un système de frein à la place d'un moteur est quelque chose qu'on peut vraiment considérer et qui est intéressant parce qu'elle ouvre à presque toutes les applications. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'un moteur, mais elles ne sont pas majoritaires. Donc, on va en fait utiliser des freins. Et ça nous apporte donc beaucoup d'avantages qui sont une stabilité, évidemment, parce qu'on ne fait que dissiper l'énergie, on n'injecte pas d'énergie dans le système, donc on est beaucoup plus sûr. On va aussi également disposer d'une forte densité d'énergie, c'est-à-dire qu'on va avoir des systèmes très petits pour des forces importantes. Et puis, on va pouvoir avoir très peu de pièces mobiles, ça je vais y revenir. Après, il faut que le frein soit un petit peu spécifique, il doit avoir une bonne linéarité, etc. C'est pour ça qu'on a choisi en fait une technologie qui n'est pas récente, mais qu'on ne retrouve pas si fréquemment, que sont les fluides magnétorhéologiques. Alors je vais aller assez vite. Qu'est-ce qu'un fluide magnétorhéologique ? Bon, faut imaginer un liquide dans lequel vous allez avoir des particules magnétiques en suspension. Et l'idée du fluide magnétorhéologique, c'est quand on exerce un champ magnétique dessus, on va en fait aligner ces particules à l'intérieur et ça va totalement changer le frottement. On va dire, c'est pas vraiment une viscosité, mais disons la viscosité du fluide lorsqu'on va essayer de déplacer. Donc ici, lorsque les particules sont alignées, si je veux déplacer la plaque du dessus par rapport à la plaque du bas, je vais avoir besoin de plus d'efforts. Voilà. Alors je vais pas détailler beaucoup plus. C'est des technologies qu'on retrouve essentiellement dans les technologies d'amortisseurs en fait, sur les voitures de luxe ou les machines agricoles, etc. Néanmoins, il y a des fluides magnétorhéologiques déjà utilisés en médecine. Alors, j'ai pas le temps malheureusement de faire l'état de l'art là-dessus, mais bon, depuis très récemment, donc on en voit comme nous qui font des systèmes haptiques, donc avec ça, et puis de façon un peu plus ancienne sur des prothèses pour la réhabilitation ou pour ce genre de choses. Donc voilà, ce que va nous permettre ces fluides MR, c'est de construire ce genre de petit frein dans lequel vous avez une cloche qui baigne dans ce fluide et on va exercer un champ magnétique. Ça va nous permettre de contrôler le couple résistant de façon très précise, de façon extrêmement dynamique. C'est-à-dire qu'on a des temps de réaction qui sont autour du milliseconde, voire inférieurs au milliseconde pour avoir les efforts qui nous intéressent. On va avoir des couples de résistance très importants. Un système mécanique simplifié avec très peu de pièces mobiles et puis une grande densité d'énergie, c'est-à-dire juste avec ce petit système-là, on va pouvoir exercer de grands efforts. Et donc voici notre simulateur qui finalement est d'un point de vue mécanique très très simple, c'est-à-dire vous voyez ici une jambe, donc on va fabriquer notre jambe, notre mannequin de jambe en mannequin, et en fait on a finalement très peu de pièces mobiles. On a un frein ici qui est dans le mollet, qui tient parfaitement dans le mollet de notre mannequin, une courroie, une poulie et c'est tout. Dans ce cas particulier où on n'a qu'un seul degré de liberté, évidemment, puisqu'on va s'intéresser essentiellement au mouvement ici du tibia vers l'avant pour faire ce test du tiroir dont parlait Julien tout à l'heure. Donc, vous voyez ainsi un petit peu comment ça fonctionne. On va pouvoir essayer, voilà. Ce qui est un peu plus compliqué, donc voilà le dispositif, le prototype final qu'on a aujourd'hui et qu'on va évaluer en 2022, enfin cette année en l'occurrence. Ce qui est un peu plus compliqué aussi, c'est ce qu'on va avoir derrière la mécanique, qui est le simulateur biomécanique. Donc là, on va en fait implémenter un système, un véritable simulateur biomécanique qui est développé par la société Anatoscope.
Ils font également le visuel. Et on va avoir ici un outil donc complet d'apprentissage de l'anatomie. On va pouvoir à la fois travailler sur l'anatomie au niveau visuel, puisque là, on peut avoir les muscles, on peut avoir les tendons, on va pouvoir se déplacer dans l'environnement virtuel directement. Cet environnement ici est corrélé à la jambe qu'on bouge ici, à tous les mouvements qu'on va faire, et on va pouvoir tester en même temps ce genre de choses. Donc voilà, ce sont des travaux qui sont faits donc avec la société Anatoscope, et puis comme partenaire également, bien sûr, l'Institut Fairface et la plateforme de formation SimuSanté qui sont parties prenantes. Donc à partir de ces travaux-là, on a voulu développer un petit peu, revenir un petit peu au maxillofacial pour des raisons de collaboration historique également. C'est l'application donc à la réduction de la luxation mandibulaire, donc le geste et la manœuvre de Léaton. Donc ça, c'est le tout dernier prototype qu'on a, qui est également finalisé, dans lequel on va avoir cette fois un crâne et une mandibule entièrement simulée. Donc cette fois, il faut 3 degrés de liberté. On a 3 freins qui vont être intégrés à l'intérieur du système. Et ces freins vont toujours interagir avec une simulation biomécanique de la mandibule. Et on va pouvoir donc luxer à loisir la mandibule ici, puis demander aux étudiants de la remettre. Et de la même façon, on va avoir un environnement pédagogique où on va pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut par rapport à ça. Donc voilà. Alors évidemment, les évaluations ont un peu pâti des limitations par le Covid. Voilà, pour la conclusion, je vais te laisser conclure. Oui, écoutez, donc voilà l'intérêt donc de la simulation dans l'haptique, ça vous avez bien compris l'idée. Évidemment, ça peut être poursuivi dans tout un tas de domaines, y compris dans les maladies rares, et donc vous voyez que c'est quand même des applications qui sont assez ouvertes et dans lesquelles on peut imaginer plein de scénarios de formation différents. Et puis, je voulais également remercier, bien sûr, le CEA pour toute cette grande collaboration depuis tant d'années. Et on avait une petite vidéo qui nous a été proposée par l'Institut Fairface, qui est donc l'institut de recherche qui est en cours de construction à Amiens et qui sera très heureux de pouvoir collaborer également avec vous tous et toutes. Je ne sais pas si on peut peut-être le passer ici en fin de... Si on peut lancer la vidéo, oui. En fin de présentation, merci. C'est un institut au sein duquel on va faire de la formation, et donc il a fallu qu'il y ait cette espèce d'accord sur la conception d'un bâtiment avec un projet architectural qui répondait assez bien à cette triple vocation qui était la nôtre, celle d'une recherche, celle d'une formation et celle aussi d'une information, comment regarder aujourd'hui le visage de l'autre quand l'autre ou n'a plus de visage ou a un visage déformé. Ce centre de recherche est très dense avec des imbrications de multiples fonctions et en fin de compte nous l'avons organisé en 3 strates. Une première qui s'encastre dans le terrain, qui est en pente, dans lequel on retrouve une halle opératoire, un amphithéâtre, etc., qui est le lieu plutôt d'expérience et de formation. Un étage très transparent, ouvert sur la nature environnante et sur la vue, qui est plutôt le lieu d'échange informel et de présentation, d'exposition. Et l'étage supérieur, qui est un lieu destiné plus au laboratoire, à la réflexion, au bureau, de manière plus isolée et avec une bibliothèque. Donc ce sont 3 niveaux très différents dans leur fonction, mais aussi dans l'organisation spatiale et également dans leur traitement architectural. Cet institut Fairface, c'est faire face à toutes les questions qu'on se pose en tant que clinicien, en tant que chirurgien, pour en trouver les solutions.
On se rend compte de la chance qu'on va pouvoir avoir de partager nos questionnements. On est content de voir enfin concrétiser quelque chose qu'on a pensé depuis de nombreuses années. Voilà, donc en fait, ce centre se veut très ouvert, évidemment, avec l'accueil de plein de chercheurs et de plein de projets de recherche multiples. L'idée, c'est vraiment de fournir des locaux, et puis il y aura une IRM de recherche, il y a pas mal de technologies qui vont permettre aussi de faire des applications, notamment une halle opératoire où on pourra également faire des simulations sur animal pour vraiment mettre des moyens dans la recherche. Et donc l'inauguration de ce bâtiment, la remise des clés aura lieu dans 2 mois, le 7 mai prochain. Merci. Ouais, merci beaucoup. On reprend les questions à la fin, et on a déjà pas mal en ligne, effectivement, donc je vous rappelle au podium. Donc j'ai le plaisir de rappeler Bénédicte Pomarez pour cette dernière présentation issue du CEA. Et je précise que ce n'est pas votre présentation. Hein. Merci beaucoup. Vous remplacez au pied levé vos collègues. Donc vous bénéficierez évidemment de toute notre indulgence quant au contenu et bien sûr aux questions qui seront posées, j'espère, après. Merci beaucoup. Donc bonjour à nouveau. Donc effectivement, je remplace Sylvain Chatillon, donc notre deuxième Sylvain, qui est malheureusement au fond du lit. Là, elle est où là? Ah oui, d'accord, ok, merci. Donc en fait, je vais vous présenter tout ce qu'on fait en simulation ultrasonore appliquée au domaine de la santé. Au préalable, déjà, effectivement, l'Institut travaille sur la simulation des ultrasons depuis de nombreuses années. Et c'était historiquement appliqué au contrôle non destructif, donc pour le contrôle de pièces mécaniques de différentes structures. Et depuis 3-4 ans, en fait, on a mis à profit ces expertises au domaine de la santé, notamment avec l'élargissement d'une plateforme de simulation qui s'appelle SIVA et qui s'appelle maintenant SIVA Healthcare pour la santé. Donc on a 3 sujets principaux que je vais vous présenter. Donc des sujets sur la thérapie des maladies cérébrales, un autre sur l'échographie transcrânienne, un autre sur le monitoring de la stabilité des implants dentaires. On travaille aussi en thérapie, donc je ne vais pas vous le présenter parce que ça ne concerne pas forcément les sujets de la journée, mais donc on a une plateforme qui permet de faire de la simulation des ultrasions et de calculer en fait la dose thermique délivrée à la tumeur dans le cadre de traitement de cancer. Donc le premier sujet sur lequel on travaille, donc en lien avec Neurospin, donc qui est un institut du CEA dans une autre direction, mais qui a sa clé aussi, donc qui est un aimant de 11 Tesla, qui est normalement bien connu. Donc là, il s'agit en fait d'une problématique liée aux maladies du système nerveux central. Donc là, vous avez un IRM d'un glioblastome. Donc ça concerne les cancers, Alzheimer, Parkinson, et on prévoit environ plus de 100 millions de patients dans le monde en 2050. Donc c'est une vraie problématique. Et aujourd'hui, il y a un échec global de la thérapie pharmacologique classique en fait. Alors pourquoi? Parce que donc là, vous voyez une coupe de vaisseaux sanguins. En fait, pour les organes périphériques, il n'y a pas de souci. Le médicament, donc, qui est représenté par les petits points verts, arrive à passer à travers et arrive à atteindre les organes. Par contre, dans le cadre du cerveau, nous avons la barrière hémato-encéphalique qui présente des jonctions très serrées et qui, en fait, empêche le médicament d'atteindre le cerveau. Et donc, aujourd'hui, on a 95% des médicaments qui n'arrivent pas à atteindre le cerveau et même 100% des biothérapies. Donc, c'est un vrai souci, puisqu'on n'a pas de solution en fait pour que les médicaments atteignent le cerveau. Alors il y a des solutions, bien évidemment, il y a les injections intracérébrales, mais ce sont des solutions qui sont très invasives. Il y a les nébulisations intranasales, mais là, pour le coup, on n'a pas un très bon ciblage. La vectorisation biochimique, où ça reste pas très efficace, et surtout, toutes ces méthodes sont assez complexes et coûteuses, et avec des taux d'échec, comme vous le voyez là, assez élevés. Et en plus, un nouveau médicament neuro à développer, c'est vraiment long et très coûteux.
Donc il y a une alternative en utilisant des ultrasons. Donc en fait, grâce aux ultrasons, on arrive à ouvrir la barrière hémato-encéphalique, donc à la rendre perméable. Donc en fait, le principe, c'est d'utiliser des microbules. Donc les microbules, c'est un produit de contraste qui est utilisé en imagerie ultrason classiquement, qui est labellisé, qui est reconnu et vraiment utilisé en imagerie. Et en fait, sous l'effet des ultrasons de haute intensité, voire de très haute intensité, ces microbules se mettent en oscillation et en fait mécaniquement elles ouvrent les jonctions et donc la barrière hémato-encéphalique et donc ça permet aux médicaments qu'on délivre de pénétrer dans le cerveau. Alors sachant qu'on passer du vaisseau sanguin au cerveau, sachant que cet effet dure environ 1 heure, donc en fait on peut appliquer le champ ultrason et délivrer ensuite les médicaments. Alors l'intérêt c'est que c'est local, ça se passe uniquement à l'endroit où on applique les ultrasons, c'est réversible, c'est-à-dire que si on arrête, tout s'arrête quoi. C'est pas du tout invasif puisque c'est des ultrasons en externe. C'est pas ionisant, enfin c'est pas comme des rayons X, etc. Donc on peut le répéter et surtout c'est très reproductible. Donc c'est vraiment une technique. Donc ça c'est une technique qui est développée par Neurospin, qui est vraiment prometteuse pour les thérapies médicamenteuses au niveau du cerveau. Alors qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans? Vous allez me dire parce que pour l'instant il n'y a pas eu beaucoup de simulations. Et en fait il faut contrôler la dose d'ultrasons qu'on délivre parce que si jamais on délivre une intensité d'ultrasons pas assez intense, une intensité pas assez élevée, pardon. C'est inefficace, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien, les microbules elles ne se mettent pas en oscillation. Au contraire, si on met une dose trop élevée, les microbules peuvent rentrer en résonance, éclater et puis y avoir vraiment des dommages irréversibles. Donc en fait, il y a une fenêtre thérapeutique pour avoir l'efficacité du traitement, c'est-à-dire délivrer la bonne dose et assurer qu'on n'en met pas de trop. Et en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir un protocole standard parce que il y a une très grande variabilité. Alors, inter-individuel, c'est évident parce que on n'a pas tous le même crâne. Donc, forcément, il faut pas la même dose d'ultrasons et on n'a pas la même géométrie. Et même intra-individuel, en fait, ça peut dépendre du moment, de l'état du patient. Et donc l'idée, c'est en fait d'utiliser le signal acoustique réfléchi par les bulles qui permet en fait de renseigner sur cette dose ultrasonore. Et on peut l'ajuster. Alors la problématique, c'est qu'en fait, pour avoir cette dosimétrie, il faut faire de la simulation pour estimer la dose et la mesurer après avec le capteur. Et toute la difficulté des ultrasons, vous le savez, on ne fait pas d'imagerie ultrason du crâne, enfin en tout cas pas encore, parce qu'il faut passer l'os et que c'est super compliqué. Donc dans l'eau, il n'y a pas de souci, c'est ce qu'on voit en haut à droite. Et en fait, on arrive, grâce aux simulations, alors parce qu'on a travaillé sur le contrôle de pièces métalliques, donc on sait en fait mettre dans la simulation les problèmes de présence de matériaux de densité élevée. On arrive en fait à simuler en prenant en compte le crâne. Et on arrive à améliorer le signal en fait reçu et à faire cette dosimétrie personnalisée du champ par simulation. Donc là, on voit les différences de signal en fonction de nos simulations. Et donc, il y a une validation expérimentale qui est en cours. Et on a notamment une thèse donc, qui va permettre de valider en fait expérimentalement et par simulation donc, ce principe en fait. Et l'idée, c'est d'avoir un outil d'optimisation du planning opératoire qui soit fondé sur la simulation pour permettre d'optimiser en fait les positions de puissance et de l'émetteur en fonction du patient et d'avoir ensuite, dans un deuxième temps, un outil d'imagerie de cavitation pour monitorer en fait ces activités des microbules et pour utiliser la simulation pour corriger les aberrations dues au fait qu'on traverse la paroi crânienne. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet correspond à l'échographie transcrânienne. Donc là, c'est pareil, on travaille avec un laboratoire Biomaps du CEA, de la direction de la recherche fondamentale, qui est hébergé à l'hôpital Joliot-Curie, en fait, à Orsay. Donc ça concerne l'AVC, en fait. Donc 130 000 personnes aujourd'hui sont victimes d'un AVC. Et c'est indispensable de distinguer en fait au plus vite son origine parce qu'en fonction du type d'AVC, c'est pas le même traitement. Donc entre les AVC ischémiques et les AVC hémorragiques, c'est pas le même type de traitement et des fois c'est même pas les mêmes centres cliniques qui prennent en charge ces AVC. Et le temps évidemment est un facteur clé pour protéger le cerveau. Alors classiquement on utilise les rayons X et l'IRM.
Le problème, c'est que dans un contexte d'urgence, il faut déjà transporter le patient jusqu'à un hôpital, il faut que ça soit disponible. Et en plus, pour le post-traitement, c'est plus compliqué en fait d'avoir un accès, enfin c'est souvent compliqué d'avoir un accès sur ces équipements-là. Donc l'échographie paraît intéressante parce que c'est flexible, c'est moins coûteux. On peut avoir un matériel d'échographe dans une ambulance, donc on peut envisager de faire une échographie quand l'ambulance arrive auprès du patient, et on peut aussi envisager de faire une surveillance continue. Donc il y a, les neurologues et les neurosciences et les médecins trouvent que c'est séduisant, mais en fait le problème c'est qu'il faut améliorer cette imagerie ultrasonore cérébrale encore une fois parce qu'il y a le crâne à passer. Donc dans le cadre d'un projet européen TRACT, on a travaillé donc le projet EcoBrain. Donc là c'est une preuve de concept qu'on a fait. Hein. C'est un projet qui a duré 1 an, donc c'est vraiment un début et on va essayer de le continuer. On a développé donc à partir d'un modèle donc de crâne dans lequel on a placé en fait des tiges métalliques ou des fils de nylon pour imager en fait un défaut dans le crâne comme un AVC. Donc on est parti d'un échographe classique qu'on trouve dans les centres cliniques et donc on a reconstruit les images. Alors avec des algorithmes que je ne vais pas vous détailler de focalisation, mais qui permet en fait de reconstruire cette image, et on a surtout pris en fait pris en compte la présence de la paroi crânienne qui a été calculée à l'aide de notre plateforme de simulation. Et donc là vous avez un résultat. Donc à gauche c'est l'image sans correction, donc on voit quelques défauts. Donc les défauts qu'on doit voir c'est les fils de nylon là qui sont représentés en bas à gauche, et avec la correction. Alors voilà, j'ai dit vraiment quelque chose. En fait, ce qu'on peut voir avec notre plateforme de simulation où on arrive, l'idée de la plateforme de simulation, c'est de corriger en fait les images qui sont données par l'échographe. Donc on arrive à améliorer l'amplitude d'un signal de 11 dB. On arrive à positionner en fait les deux fils et à trouver l'écart de 2 mm en fait entre l'image, et on améliore énormément la résolution. Enfin, on voit entre que l'image de gauche et l'image de droite, on arrive mieux à décerner en fait les défauts. Et on le voit aussi sur le graphe en bas, où on arrive bien à décerner en noir les deux pics, beaucoup mieux résolus que l'espèce de bruit de fond rouge qu'on a avant. Donc ça, c'est un projet qu'on souhaiterait continuer. Donc on avait déposé une suite qui malheureusement n'est pas financée. Donc on cherche des projets pour continuer à développer cette technique-là, qui est vraiment prometteuse pour faire de l'imagerie nomade et détecter des AVC vraiment au plus près du patient. Le dernier sujet, donc là, c'est un projet qu'on a soumis en lien avec le laboratoire MSME donc de Créteil. Donc on ne sait pas encore s'il est financé ou pas, mais l'idée c'est de mesurer la stabilité des implants dentaires grâce à l'échographie. Donc les implants sont largement utilisés, il y a des échecs implantaires qui ne sont pas toujours expliqués. Et l'évolution de la stabilité de l'implant apparemment le succès chirurgical dépend de l'évolution de la stabilité de l'implant, et c'est difficilement, cette stabilité est difficilement mesurable en clinique, et l'échographie quantitative visiblement s'avère une modalité intéressante. Alors aujourd'hui c'est encore quelque chose qui est immature, qui est de l'ordre de la recherche, mais bon, d'où de ce dépôt de projet d'ailleurs. Donc là l'idée c'est de faire de la simulation de la réponse de cette interface os-implant pour évaluer l'évolution des propriétés du tissu osseux autour de l'implant et en fait de la reconstruction de l'os. Et ça, c'est quelque chose, on a une réponse, en fait, le signal, si on arrive à le quantifier, en fait, est proportionnel aux étapes de remodelage qui se passent. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en avant. Et donc l'idée, en fait, c'est grâce aux simulations, déjà de faire des études et de voir comment ça fonctionne. Et aussi, c'est qu'après, on peut mettre en place une stratégie d'inversion pour développer un système de la décision en temps réel pour les applications cliniques futures qui pourraient avoir lieu. Donc il y a aussi du travail de l'optimisation du design de la sonde qui peuvent être faits grâce aux simulations qu'on peut faire. Donc on peut faire des simulations de différents designs de sondes, différentes géométries pour optimiser cette modalité. Alors là, je parle de l'implant dentaire, mais ça peut être vrai sur tout, en fait, tout ce qui est interface os, même os-os, ou dans le cadre de la chirurgie maxillofaciale, pour le coup, c'est des sujets qu'on commence à regarder où on voit qu'il y a des intérêts. Apparemment, les ultrasons peuvent aider à caractériser pas mal de choses. Voilà, donc j'en ai fini. Donc je rappelle juste les 3 exemples. Alors j'ai mis 3 petits points parce qu'il y a peut-être d'autres sujets. C'est vraiment des sujets qu'on commence à démarrer.
Et donc, on adresse effectivement tout ce qui est la thérapie haute intensité pour le traitement des cancers. Je pense que c'est un peu plus, c'est pas trop le sujet du jour. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je vais peut-être vous rappeler tous les trois. Ici, effectivement, il n'y a que 2 micros. Il y en a un en salle, mais donc vous pouvez répondre aux questions. Il y en a plusieurs. Avant tout, si ce ne sont pas directement vos travaux de recherche, vous donnez bien le change en tout cas. C'est très bien. Je connais un peu quand même. Oui, quand même, bien sûr. Je ne fais pas les développements. Et puis, je trouve que ça illustre bien tout à fait ces présentations de la variabilité des travaux de recherche extrêmement précis qu'il peut y avoir au sein de la filière. Et aujourd'hui, c'est la journée d'échange où des gens viennent présenter leurs travaux, ce qu'ils font, et prennent contact. Mais en fait, c'est évidemment ce qui doit se passer toute l'année, en fait. Et la filière est là pour ça, pour faire le lien entre les plateformes, les équipes, les financeurs, etc. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui doit se faire au quotidien. Alors, parmi les questions, il y en a une qu'on a reçue pour Jean-Christophe Lutz, qu'on lui transmettra, effectivement, on répondra secondairement. Et sinon, écoutez, est-ce qu'il y en a dans le public déjà, avant de prendre celles qui sont en ligne? Non, le public réfléchit. Mais alors, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle symbiotique? Vous avez un micro, oui, juste à côté. Je pense qu'ils sont allumés. Non. Je vous l'allume. Le bouton, celui-là, qui doit devenir rouge après une pression prolongée. Voilà. Alors, je ne suis pas spécialiste non plus d'intelligence artificielle, mais je sais répondre quand même à la question. En fait, il y a 2 types d'intelligence artificielle. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle par apprentissage, où là, on utilise en fait des données, une grande quantité de données pour en fait proposer des modèles. Et l'intelligence artificielle symbolique, ça s'appuie sur des règles, en fait. Des règles de fonctionnement, des expertises, Et du coup, la différence entre les deux, c'est que l'intelligence symbolique peut être explicable, parce qu'on sait dire pourquoi le logiciel d'intelligence artificielle a donné ce résultat, alors que quand c'est basé sur le deep learning, l'IA par apprentissage, c'est le deep learning, en fait, on ne sait pas trop expliquer pourquoi on a ce résultat-là. Ce qui est Sylvain, un peu plus inquiétant, peut-être. C'est ça, voilà, parce que Sylvain, je pense qu'il connaît mieux que moi l'intelligence artificielle, mais bon. Voilà. Ok, merci beaucoup. C'est l'occasion de rappeler pour moi que j'ai découvert, pour moi le CEA c'était le commissariat à l'énergie atomique, alors maintenant aux énergies alternatives je crois, et qu'en fait voilà, vous êtes bien au-delà de l'atome maintenant quand même. En fait, il y a plein d'autres choses effectivement, ce que j'ai découvert en suivant vos présentations. Et comment sont financées toutes ces recherches au CEA? C'est bien. Alors ça c'est une question pour vous trois en fait. Je vais répondre après, Sylvain, tu pourras compléter, mais par des projets. Alors en fait, on n'a pas de financement. Alors en plus, on est dans la direction de la recherche technologique, donc là où on n'a en fait pas de subvention. Voilà. Donc on doit aller chercher en fait les financements nous-mêmes. Donc c'est des projets européens, des projets ANR, des projets financés par l'INCA, on va chercher des appels à projets et des industriels. Donc on a aussi des contrats directs avec des industriels sur certains sujets quand ils sont intéressés par nos technos. Il y a une autre question, ces engins de proprioception et où la conception mécanique des robots sont réalisés via des industriels ou c'est purement hospital universitaire. Donc en fait, vous avez déjà en partie répondu, mais il y a un partenariat. Sur ce qu'on a présenté, oui, il y a eu un transfert technologique en fait vers les industriels. D'accord. Donc initialement, Skills, c'est pour préciser les financements, Skills, c'est un projet européen, donc un des derniers gros projets européens de 5 ans. Il n'y en a plus tellement des comme ça. Vous anticipez une des questions suivantes, mais c'est très bien, c'est parfait. Est-ce que c'était national ou international, et si oui, avec qui en fait? Skills, il y avait 15 partenaires, c'était assez gros, donc c'était par rapport à ça. Ensuite, le deuxième financement s'est fait à travers un ANR qui s'appelait l'ANR Figure, donc c'était en fait un ANR d'équipement. Donc en fait, ce que j'ai présenté, le Skills V2, c'est un équipement de formation qui rentre dans le cadre de l'ANR Figure. Et puis ensuite, ça a été la plateforme Simu Santé, le projet Simu, qui est aussi un projet, en fait, projet Simu Santé, dont l'IFF est partenaire, qui a permis le financement des mannequins qu'on a présentés et ce genre de choses. Donc voilà, c'est assez vaste. Globalement, voilà, c'est ce que tu disais, on a Europe, ANR, industriel, quoi. Et qui sont les pays partenaires? Enfin, c'est l'Union européenne essentiellement. Alors, pour le moment, c'est très français en fait par rapport à ça. Sauf le début, Skills était international. Donc, il y avait Technion. On a collaboré avec Technion. On a collaboré avec l'université au Danemark, au nord du Danemark. Le nom m'échappe. Excusez-moi. Non, plus au nord encore. La Suède, voilà.
Collaboration Ça faisait européenne pas. sur le début des travaux, puis après, financement plutôt français pour la suite des travaux, en fait. Ok. Je suis les questions, encore une fois, qui ont été posées en ligne. Une, à laquelle vous avez déjà répondu. Peut-on envoyer une onde ultrasonore puissante dans le cerveau? Est-ce que la boîte crânienne est un obstacle? Donc, on en a parlé. Oui, c'est un obstacle, effectivement. Et est-ce que, pour l'écho, est-ce que vous améliorez le traitement des images? Mais est-ce qu'il y a des avancements techniques ou d'imagerie qui sont envisagés pour avoir une meilleure image inertielle ou initiale? On transmettra la question. On transmettra la question dans ce cas-là. Une question aussi, est-ce qu'il y a de la simulation? Je peux y répondre, mais je vous la pose. Est-ce qu'il y a de la simulation obligatoire dans la formation des jeunes chirurgiens? Et je pense que la question suivante, qui n'est pas posée, mais qui est logique, c'est dans quelle mesure on peut intégrer effectivement l'utilisation de ces dispositifs de simulation tels qu'ils sont développés dans la formation des jeunes chirurgiens? Oui, c'est une grande question qui existe depuis très longtemps. C'est un mouvement qui commence, mais c'est un mouvement qui commence en fait avec la chirurgie mini-invasive et endoscopique, parce que comme c'était une technique très nouvelle, il y a eu effectivement des accidents au départ et que les pouvoirs publics, mais aussi beaucoup les assurances là-bas ont exigé qu'il y ait une certification pour les chirurgiens. Donc, aux États-Unis, je pense qu'en France, ça doit être pareil. Mais là, je vous le confirme. Il y a obligation, détail, effectivement, dans tous les DES, diplômés spécialisés, on introduit une certaine proportion de simulation, effectivement, dans chaque DES de chirurgie. Oui. Voilà. Et donc, il y a des certifications qui ont été faites et qui, en fait, décrivent les fonctions du simulateur pour coller à ces certifications-là. Et donc, effectivement, dans ces domaines-là, il y a... Dans les autres domaines, il y a un peu moins, donc moi je connais pas, peut-être que toi tu as des... Donc la réponse en effet c'est oui. Il y a quand même des bémols à ajouter à tout ça. C'est déjà qu'est-ce qu'on apprend dans la simulation, quel est le degré de rétention d'information de l'étudiant quand il va être sur le simulateur. Donc est-ce qu'il y a un intérêt pédagogique à faire ces simulateurs, parce que faire des simulations dans l'apprentissage, ok, c'est joli sur le papier, c'est très chouette, mais il faut qu'on puisse évaluer sur un plan pédagogique l'intérêt de ces simulateurs et la précision de l'apprentissage de ces simulateurs. Et il y a un autre aspect qui est le transfert, c'est-à-dire entre la simulation et la vie réelle. Qu'est-ce qui va être retenu par l'étudiant dans l'apprentissage de la simulation et comment il va réussir à transférer dans la vraie vie son apprentissage sur le patient. Et ça, malheureusement, c'est encore très très peu étudié. Donc, en effet, la simulation, elle est introduite dans les cursus des étudiants, mais pour le moment, on est vraiment sur des balbutiements de ces simulateurs, parce que c'est très peu étudié en termes de rétention d'informations et de transfert de connaissances. Oui, absolument. L'évaluation de l'impact réel. Et j'oserais même ajouter que, je crois, en chirurgie, c'est 800 à 900 nouveaux internes par an. Donc il y a 6 ans de formation, ce qui fait près de 5000 personnes à former tous les ans, puisqu'il faut des séances répétées pour que ce soit intéressant. Donc ça fait un très gros volume effectivement d'étudiants, alors de jeunes praticiens, d'étudiants à former. Donc ça veut dire aussi beaucoup de machines. Enfin, donc voilà, il y a des choses qui ne sont pas encore effectivement parfaitement réglées. Et au-delà du fait que ce qui est effectivement retenu pour la pratique quotidienne n'est pas encore complètement évalué. Si je peux me permettre juste une petite remarque là-dessus, oui, c'est justement... pour ça que les centres de formation par la simulation sont très importants, parce qu'il est difficile en fait de déployer les simulateurs dans tous les services ou dans tous les CHU, etc. Et aujourd'hui, le business model, si j'ose dire, c'est d'avoir des centres où on exploite au maximum le simulateur lui-même. En tout cas, pour le centre de simulation de l'Université de Paris, enfin maintenant c'est Paris Cité depuis aujourd'hui, je crois. Effectivement, il est très dur de réserver une salle à l'avance, c'est une gageure. Enfin vraiment, c'est plein, c'est des mois à l'avance, donc enfin, on le sait. Vous avez évoqué qu'est-ce qu'un cobot, un robot, ok, et un cobo ou un cobo, c'est un robot qui interagit avec vous. Un coworker robot. Pendant très longtemps, on n'avait pas le droit de s'approcher d'un robot. C'est-à-dire que c'était une zone dangereuse, c'était entouré par des trucs, on pouvait pas. Le cobo, il va interagir avec vous, vous allez pouvoir le prendre, le déplacer. D'accord. Il va être sécurisé, il va vous détecter, etc., etc. Ok. S'il y a des questions, oui, dans le public, bien sûr. Sur la modélisation, j'ai beaucoup aimé vos courbes d'apprentissage. Est-ce qu'il y a une relation entre le fait qu'on fasse très tôt un apprentissage de ce type dans le cursus, et là justement je rebondis sur ce que vous évoquez, l'école de chirurgie qui arrive au stade de l'internat en médecine,
Alors qu'en odontologie, en fait, une fac dentaire, c'est un centre de simulation. Il y a 2 années de préclinique où ils ont des fantômes depuis la nuit des temps, depuis qu'on n'est plus barbier. Ce qui fait quand même un petit moment maintenant. Donc, la question que je vais vous poser, c'est est-ce qu'il y a des études pour savoir si finalement, quand on commence tôt, on va être plus à l'aise ou on peut faire ça n'importe quand? Est-ce que ce paramètre a été considéré? Alors, si vous regardez la formation d'un pianiste, par exemple, ça commence à 4 ans, 4-5 ans. Donc oui. Après, ça dépend, voilà, quel type de geste, quelle importance on accorde au geste lui-même. Mais le fait que le plus tôt on commence, le mieux c'est. Alors évidemment, on va pas faire de la chirurgie à 5 ans, ça c'est pas tout à fait la même chose, effectivement. Mais de fait, le plus tôt c'est le mieux. Voilà. Mais je dirais, c'est une réponse un petit peu à côté, je m'en excuse, mais c'est surtout parce qu'en chirurgie, on n'a pas beaucoup donné pour le moment sur ce genre de choses, parce que on n'a pas vraiment d'exemple de facs qu'on intégré dans des cursus très en amont, c'est vraiment dans les premières années de médecine déjà, de faire voir aux étudiants qu'est-ce que c'est au niveau du toucher, au niveau du geste, quand on parle voilà, on a que des. Par contre, dans les autres disciplines, c'est une évidence, quoi. Donc, je pense qu'en chirurgie dentaire, vous auriez l'élément comparé en Europe parce que les cursus sont différents. Oui, en dentaire. Ça pourrait vous servir de modélisation. Ça serait une réflexion intéressante à avoir ensemble. Donc moi, j'ai beaucoup aimé vos cours. Enfin, surtout expert, non expert, on peut se classer, etc. Voilà. Pour le paramètre financier, qui effectivement, c'est un surcoût extraordinaire à la formation, mais jamais la première fois sur le patient, on est d'accord. Voilà. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Enfin, c'est un surcoût. Là, la formation, quand même, elle utilise le temps des experts aussi, qui ont de moins en moins de temps. Et donc, voilà, il y a quand même une pondération à faire. Très bien. D'autres questions? Oui, plusieurs même. On vous écoute. Alors, simulation d'apprentissage sur mannequin, développement de l'intelligence artificielle, le COBO. Et là, vous allez faire rêver des tas de gens puisque vous êtes dans le secteur des maladies rares. Et moi, je suis représentante de patients qui sont parfois abonnés à de la chirurgie et qui comptent ça par dizaines et centaines de séances. Et donc, je m'interroge sur ce qu'il va rester des rapports humains dans les relations médecins, chirurgiens et patients. Quand est-ce que vous allez faire rentrer un peu de sciences humaines et sociales dans tout ça? C'est volontairement provocateur, je ne cible personne. Oui, j'ai bien compris. Alors, je vais répondre. Je pourrais compléter aussi. Non, mais je vais répondre. Alors, on est effectivement un organisme de recherche technologique, donc on développe des technos. Et on a dans un labo, dans le département de Sylvain, des gens qui commencent à approcher les SHS. Et c'est quelque chose, justement, on est en train de réfléchir à tout ce qu'on fait en santé au CEA. Et les SHS sont dedans et c'est une priorité. L'association avec les patients, l'association avec les centres cliniques, bon, ça c'est évident, et les SHS. Alors ce ne sera pas au CEA, parce qu'au CEA, on n'a pas forcément de gens qui font du SHS, mais des gens qui en font. Donc oui, vous avez raison. Voilà. Et le COBO ne remplacera pas le médecin et l'IA ne remplace pas le médecin. L'IA, c'est une aide à la décision pour le médecin. C'est-à-dire que le médecin, il a 20 000 images, il a des dossiers, des ordonnances. Il peut pas aller, enfin il peut pas, il peut le faire, mais ça lui facilite à aller chercher l'information pertinente en croisant tout ça. Mais on ne remplace pas le médecin. L'IA ne remplacera jamais le médecin. Ça, moi, j'en suis convaincue. Ça l'aide. C'est un outil d'aide, en fait. Donc, ça ne remplacera pas les relations humaines. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que je souhaite personnellement, mais... Oui, non, tu as tout dit. Effectivement, notre laboratoire, on a 3 ergonomes et toutes nos interfaces, en fait, sont développées sur la base d'un travail centré utilisateur. Et en fait, ce sont que des interfaces pour l'utilisateur. Donc, que l'utilisateur soit un chirurgien ou pas un chirurgien, quoi. La façon dont nous, on voit le travail, c'est plutôt des outils de communication qu'on développe. En tous les cas, les systèmes que j'ai montrés, c'est avant tout pour pouvoir discuter. D'ailleurs, la plupart des machines qu'on développe, l'une des caractéristiques, je dirais l'un des outputs les plus classiques qu'on observe et qu'on voit, c'est que ça ouvre le dialogue et ça permet aux gens de parler. Donc, en fait, quel est l'intérêt de mettre une jambe, par exemple, comme ça, dans un cours d'amphi à la fac? C'est que autour de la jambe, autour de cette jambe-là ou de cette mandibule, on va dire, les gens posent des questions, ils s'interrogent, ils discutent. C'est un truc qui, voilà. Donc, on a toujours cet aspect-là qui revient là-dessus. Et ensuite, pour les patients aussi, enfin, je veux dire, la communication
de comment va être une opération, etc. C'est des choses qui sont essentielles et qui rentrent complètement là-dedans. Donc, pour le moment, je ne pense pas qu'on ait étrillé la relation patient. Non, il s'agit effectivement d'un volet, un volet extrêmement pointu et technique, effectivement, pour lesquels il y a des choses qui sont développées, mais il y a les autres volets de la communication qui sont irremplaçables. Alors, cela dit, la simulation a sa place aussi en communication, et on en parlera cet après-midi avec Thomas Bognon notamment. Mais c'est une facette, effectivement, de l'apprentissage normal que doit avoir tout soignant. Tout, bien sûr. Et puis, juste pour compléter, en fait, tout ce qu'on développe sur, je vous ai dit, l'extraction de texte dans les ordonnances, etc., c'est pour gagner du temps soignant pour les soignants. En fait, c'est pour qu'ils aient pu à codifier les actes, parce qu'ils passent un temps fou à rentrer leurs actes dans la codification SIM, à faire les lettres de liaison, tout ça, c'est du travail administratif. Et donc, en fait, les outils qu'on développe, c'est pour qu'ils n'aient plus à le faire et que ça leur redonne du temps soignant. Donc, on va même dans le sens... Je vous confirme que ça nous intéresse beaucoup, ça. Ouais, ça je vous confirme. Ouais. Il y avait d'autres questions ? Oui, c'est Max. Oui, du coup, c'était pour la présentation sur les techniques d'échographie et l'os. Donc, moi, j'avais appris à la fac que même il y avait une publication qui parlait de l'échographie et l'os, une relation très difficile. Et en fait, je me demande au niveau de l'implantologie, est-ce que vous avez déjà des données, par exemple, de l'utilisation de l'échographie dans l'analyse des lésions osseuses ou simplement de l'os sain, témoin, on va dire, pour après comparer donc à la cicatrisation lors des implants. Ouais. Vous avez le droit de répondre. Je vais répondre rapide, parce que je ne suis pas effectivement spécialiste du sujet. Là, sur tout ce qui est implant dentaire, c'est un sujet qu'on n'a pas démarré. Enfin, c'est un début de collaboration avec Créteil, et c'est un sujet qu'on a déposé. On n'a pas encore été financé, on n'a pas encore travaillé dessus. Et ce qu'on a travaillé, ou les seuls endroits où on a bossé sur l'os, en fait, c'est sur l'imagerie cérébrale. Donc, on arrive à s'affranchir de la barrière. Les ultrasons, ils passent l'os. Ils ont du mal à le passer dans les deux sens, mais en faisant de la reconstruction grâce aux simulations et grâce aux corrections d'artefacts, on arrive à améliorer l'image. Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus, mais après, vous pouvez prendre l'adresse de Sylvain Châtillon. De toute façon, j'allais le dire, mais effectivement, on transmettra toutes les questions qui pourraient arriver après. Effectivement, on les transmettra aux orateurs présents ou absents ou à distance, bien sûr, pour y répondre de la meilleure manière qui soit. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ? Je regarde une dernière fois s'il y en a d'autres en ligne, sinon on pourra clore ici cette matinée. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois. Donc, je crois que c'est tout. Merci aussi à tous les orateurs donc, qui étaient présents ou à distance. Merci à vous qui nous avez suivis. Vous êtes plus de 400 là, à nous suivre en ce moment, donc c'est un succès dont on est très content. J'espère que vous serez tout aussi nombreux tout à l'heure. On va clore maintenant cette matinée. Et encore une fois, donc merci à tous et à toute l'équipe de l'organisation. On se retrouve à 14h pour la suite de cette journée recherche. Merci beaucoup. À tout à l'heure.